Bienvenue au webinaire CSTC pour les entreprises du secteur de la construction. Un certain nombre de concepts sont supposés connus pour pouvoir comprendre les thèmes abordés dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner la première de cette série de vidéos. Elle traite des concepts de base en acoustique. Dans la première vidéo, nous avons vu les concepts de base en acoustique. La différence entre l'isolation bruit aérien et bruit d'impact entre les locaux. Nous avons vu que le monsieur dans la pièce en bas à gauche regarde un film de science-fiction. Sa télévision génère au moyen du haut-parleur une séquence de dépression et de surpression, c'est l'onde sonore. Cette onde va faire vibrer le plafond qui va transmettre le son à l'appartement du dessus. Mais ce n'est pas tout. Cette onde va également frapper les autres parois, murs et le plancher qui vont vibrer à leur tour. Ces vibrations vont se propager à tous les éléments qui leur sont connectés et qui vont également transmettre le bruit. Et voilà pourquoi on peut entendre du bruit entre deux appartements en diagonale, même s'ils n'ont pas de parois en commun. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer non pas sur l'isolation complète du bâtiment, mais sur l'isolation au bruit aérien d'un élément de construction, les parois simples. Nous verrons la différence entre absorption et isolation acoustique. Nous verrons également que l'on peut mesurer cette isolation en laboratoire et comment elle peut être quantifiée avec l'indice d'affaiblissement acoustique R, sa valeur unique RW et deux facteurs de correction C et CTR. Nous poursuivrons ensuite sur quelques principes fondateurs de l'isolation au bruit aérien, dont la loi de masse et de fréquence, ainsi que le principe de coïncidence. L'absorption acoustique de local caractérise sa capacité à faire disparaître une partie de l'énergie acoustique qui s'y propage. Cette énergie disparaît en passant dans et au travers des parois et des ouvertures. Quant à l'isolation acoustique de local, elle caractérise sa capacité à éviter le transfert d'énergie acoustique de et vers l'extérieur de ce local. Nous allons quantifier ces concepts par deux coefficients, le coefficient d'absorption et le coefficient d'isolation pour un élément de construction. Il pourrait s'agir par exemple d'un mur de béton. Ce mur de béton est représenté par le rectangle vertical gris. À gauche de celui-ci, une source sonore émet une onde acoustique. Considérons que cette onde de puissance ωi vient frapper la paroi sous un angle d'incidence θ. Cette onde va faire vibrer la paroi et ces vibrations vont générer de l'autre côté du mur une onde transmise de puissance WD. Lors de la transmission au travers de la paroi, une partie WA de la puissance y est absorbée. Elle est par exemple transformée en énergie thermique. La paroi va également réfléchir une partie de l'onde incidente. On parle de l'onde réfléchie de puissance WR. S'il n'y a pas de diffusion, alors l'onde est réfléchie selon le même angle que l'angle d'incidence θ. L'absorption acoustique quantifie la puissance acoustique qui quitte le local d'émission. Il s'agit donc de la quantité WA plus WD. Et puisque cette quantité dépend de la puissance incidente, on divise par WI, ce qui nous donne le coefficient d'absorption alpha θ F égale WD plus WA, le tout divisé par WI. Les indices θ et F indiquent la dépendance de cette valeur à l'angle θ et à la fréquence. Cette valeur est comprise entre 0 et 1. Elle vaudra 0 lorsque toute la puissance est réfléchie et 1 lorsque toute la puissance quittera la zone d'émission, comme si l'onde incidente arrivait sur une fenêtre ouverte. Lorsque alpha vaut 0,1, nous avons 10% de l'énergie qui est absorbée. Lorsqu'il vaut 0,5, c'est 50% d'absorption, et pour une valeur de 0,9, c'est 90% de la puissance qui quitte la zone d'émission. Nous allons maintenant définir l'isolation acoustique R θF en nous basant sur le même croquis. Avant de définir l'isolation, nous allons définir le coefficient de transmission, qui est la quantité de puissance transmise derrière la paroi en fonction de la puissance incidente sur cette même paroi, WD sur WI. L'isolation acoustique est quant à elle l'inverse de la transmission, c'est WI sur WD. Il s'agit de la puissance acoustique transmise de l'autre côté de la paroi, relative à sa puissance incidente. C'est une valeur exprimée en décibels comme on peut le voir avec le terme 10 fois le logarithme. Ce coefficient dépend également de l'angle d'incidence θ et de la fréquence. Et en pratique, que signifie cette valeur? Un coefficient d'isolation acoustique de 20 dB signifie que seulement 1% de l'énergie est transmise. C'est une isolation très faible pour une paroi presque négligeable. Avec 10 dB de plus et un coefficient de 30 dB, l'isolation est maintenant équivalente à celle d'un simple vitrage de 4 mm et 0,1% de l'énergie est transmise. Ce n'est pas à proprement parler une bonne isolation acoustique, mais on devient déjà sensible à la densité de fuite, par exemple une porte ou une fenêtre mal fermée.
Avec 40 dB d'isolation, il n'y a plus qu'un centième de pourcent de l'énergie qui passe au travers, ce qui correspond à une bonne isolation de façade. À 50 dB, l'isolation est faible entre vous et votre voisin, même si cela signifie en pratique que seulement un millième de pourcent de l'énergie passe de votre côté. À 60 dB, là, il s'agit d'une bonne isolation entre voisins. Cela revient à ne laisser passer qu'un millionième de l'énergie. Mais pour atteindre cette valeur, il faut porter une attention particulière aux détails, aux défauts de construction, sous peine de ne jamais y parvenir. On peut voir ici le schéma éclaté du laboratoire d'acoustique du CSTC. Il s'agit d'une installation spécifique qui est composée de plusieurs cellules qui permettent entre autres de mesurer l'isolation acoustique de parois selon des procédures normées afin de garantir leur fiabilité. Mais en quoi cette installation est-elle spéciale? Eh bien, elle est construite de façon à ce que le son ne passe d'une cellule à l'autre que par l'élément dont on veut tester l'isolation. On a pour cela supprimé au maximum les contributions des chemins latéraux, les flèches rouges, en découplant physiquement les cellules. Une protection supplémentaire est ajoutée grâce à la paroi supplémentaire que l'on retrouve aussi bien du côté réception que du côté de l'émission. Nous avons donc deux bunkers complètement séparés les uns des autres, et le seul moyen grâce auquel le bruit peut passer facilement entre les cellules B et C, c'est par l'élément que l'on souhaite tester et qui est placé dans la baie sous la barre rose. Nous voyons ici une vue latérale de la procédure utilisée pour mesurer l'atténuation acoustique de l'élément de test. Il est représenté en jaune sur la figure de gauche et c'est le mur en vert sur la figure de droite. Dans le laboratoire, nous n'avons pas mesuré l'atténuation acoustique pour des ondes ayant un angle d'incidence particulier, mais pour des ondes sonores qui proviennent de toutes les directions. On dit alors que le champ sonore est diffus. La procédure de mesure standard consiste à mesurer la différence entre les puissances acoustiques omnidirectionnelles du local d'émission et du local de réception. Il s'agit respectivement des termes LPA et LP2. Cette différence est corrigée par un terme qui fait intervenir la surface de l'élément de test et une surface d'absorption équivalente que nous n'allons pas développer ici, mais ces deux valeurs sont relativement faciles à mesurer en laboratoire. Nous obtenons alors comme résultat l'indice d'affaiblissement acoustique R qui dépend de la fréquence mais pas de l'angle d'incidence. L'indice R est fourni par bande de fréquence et en pratique par bande d'octave ou par tiers de bande d'octave. Le résultat de la mesure est donc un spectre d'indice d'affaiblissement acoustique qui peut être représenté graphiquement comme illustré sur la figure de gauche. L'axe vertical représente l'indice d'affaiblissement acoustique mesuré en décibels et l'axe horizontal représente les fréquences centrales des bandes de fréquences. Les valeurs d'indice d'affaiblissement de chaque bande seront portées sur le graphique sous forme de points qui sont reliés entre eux par une ligne pour donner la courbe rouge. Dans les rapports du CSTC, les résultats sont présentés sous leur forme graphique et tabulaire. Cependant, cette représentation n'est pas très pratique pour comparer les performances de plusieurs produits, puisqu'elle varie avec la fréquence. C'est pourquoi ce spectre est réduit en un coefficient unique, RW. C'est l'indice d'atténuation acoustique pondéré qui est défini dans la norme européenne EN-ISO 717. Dans notre exemple de droite, sa valeur est de 39 décibels. Mais petite question, comment obtenir RW? Eh bien, la norme ISO 717-1 définit une courbe type de référence que l'on peut voir également sur la figure de gauche. Cette courbe est superposée au spectre d'isolation acoustique et est progressivement abaissée par pas de 1 décibel jusqu'à ce qu'elle colle avec la caractéristique R. Elle colle lorsque l'écart défavorable moyen approche de sans le dépasser. À ce moment-là, on lit la valeur de la courbe à axe en Hertz, c'est la valeur RW qui vaut ici 40 décibels. Cependant, le concept d'indicateur à valeur unique doit être considéré avec prudence. En effet, les performances acoustiques peuvent s'avérer être très faibles pour certaines fréquences et la valeur de l'affaiblissement annoncée par l'indice RW n'y est plus représentative. La norme a donc mis en place deux facteurs correctifs à appliquer à l'indice RW pour corriger sa valeur lorsque le vitrage est en présence par exemple d'un bruit ordinaire, c'est-à-dire un bruit rose composé principalement de haute et moyenne fréquences. Il s'agit du facteur correctif C. Et lorsque nous sommes en présence d'un bruit de trafic principalement composé de basses et moyennes fréquences, alors il s'agit du facteur correctif CTR où TR signifie trafic. Nous obtenons donc la valeur complète avec RW, C et CTR.
Maintenant que nous avons vu comment quantifier la capacité d'isolation d'un élément de construction, intéressons-nous à la façon de faire. Comment peut-on isoler de manière efficace contre les bruits aériens? Est-ce qu'un isolant thermique suffit? Eh bien non. L'isolation acoustique ne fonctionne pas de la même manière que l'isolation thermique. Elle obéit à des principes spécifiques. Il y a deux grandes façons de procéder. La première, c'est d'utiliser des murs simples mais lourds, ceux que nous allons voir ici. Et la deuxième est d'utiliser de doubles murs, optimisés acoustiquement, ce que nous verrons dans un autre webinaire. Lorsqu'on utilise une paroi simple, son isolation au bruit est définie par la loi de masse et par la loi de fréquence. Ces deux lois stipulent que l'on gagne 6 décibels par doublement de masse surfacique et 6 décibels par doublement de fréquence, ce qui est représenté à la figure par la courbe verte, dont la masse surfacique vaut le double de la courbe jaune. On voit qu'on a effectivement 6 dB de plus, et on peut voir également que pour chaque courbe, lorsqu'on passe de 100 Hz à 200 Hz, on gagne 6 dB, et ensuite de 200 à 400 Hz également 6 dB, et de 400 à 800 Hz encore 6 décibels. Il convient néanmoins de faire attention que la loi de masse n'est valable que pour les parois étanches à l'air. On peut d'ailleurs voir que sans aucun plafonnage, le RW chute de plus ou moins 20 dB pour le mur de béton d'Argex plat et de plus ou moins 25 dB pour les blocs de terre crue sur la figure de droite. Cependant, la loi de masse et la loi de fréquence sont simples, trop simples. Il y a notamment des phénomènes de résonance dans les parois qui réduisent la capacité d'isolation acoustique. Ces phénomènes de résonance sont liés à la masse surfacique et donc selon l'épaisseur du panneau. On peut l'illustrer en considérant les trois panneaux de fibres représentés ici. Si vous frappez les panneaux avec un marteau, le son sera dans les tonalités plus basses pour celui de gauche, dans les tonalités plus élevées pour celui du milieu et encore plus élevées pour celui de droite. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, quand le marteau frappe le panneau, celui-ci se met à vibrer. Seulement, le panneau ne rayonne pas de la même façon dans toutes les fréquences. Il rayonne plus facilement autour de ce qu'on appelle la fréquence critique, FCR. Et plus le panneau est épais, plus cette fréquence est basse. Et plus il est mince, plus cette fréquence est haute. Si maintenant on tient compte de la loi de masse, de la loi de fréquence et des phénomènes de résonance, nous obtenons la figure de droite. Le creux que l'on observe sur la courbe s'appelle le creux de coïncidence et il est lié au phénomène de résonance évoqué précédemment. La fréquence à laquelle se produit cette résonance dépend de l'angle d'incidence de l'onde acoustique. Et comme ces ondes arrivent de plusieurs directions, nous obtenons un creux qui s'étale sur plusieurs fréquences. Mais c'est à la fréquence critique que la baisse de l'isolement est la plus marquée. Nous pouvons voir qu'en doublant la masse surfacique, nous obtenons une courbe décalée de 6 dB vers le haut, mais dont le creux de coïncidence, dont la fréquence critique, s'est décalé vers la gauche. En effet, dans ce cas, le mur devient plus rigide et la fréquence critique se déplace vers les basses fréquences, comme on l'a vu pour les panneaux d'épaisseur plus grande. Nous avons vu que la position du creux de coïncidence varie en fonction de l'épaisseur de la plaque, mais également de sa rigidité. Et la position du creux de coïncidence n'est pas sans importance. Nous avons dans cet exemple trois types de matériaux ou trois grandes familles. Pour les plus rigides, tels que le béton, les briques silico-calcaires, la pierre, le creux de coïncidence est situé dans les très basses fréquences, là où il n'y a déjà pas beaucoup d'atténuation. Et ensuite, l'isolation augmente bien grâce à la masse surfacique élevée. L'influence du creux de coïncidence n'est donc pas très élevée car elle se situe dans des fréquences très basses. Pour les matériaux plus souples, tels que les plaques de plâtre, le creux de coïncidence sera localisé plus haut en fréquence, qu'on peut le voir sur la courbe en bleu. Mais là où l'isolation est déjà bonne, et son impact est donc plus acceptable. Par contre, pour les matériaux illustrés par la courbe rouge, tels que le verre et les blocs de plâtre, la rigidité est plus élevée, mais la masse surfacique n'est pas encore très grande. Le creux de coïncidence est donc situé dans les fréquences relativement basses, mais audibles, là où l'isolation n'est pas encore très bonne, ce qui peut causer des problèmes. On verra plus tard que lorsqu'on utilise ces matériaux, il faudra envisager des parois doubles avec différentes épaisseurs, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Et pour terminer, sur la figure de droite, regardons la courbe rouge.
C'est la relation entre l'indice d'affaiblissement unique en fonction de la masse surfacique pour un mur simple. On peut voir que pour atteindre des indices élevés, par exemple 60 décibels, il faudra utiliser des masses surfaciques très élevées. Alors cela peut se faire avec des murs très épais et ou prendre des matériaux très lourds, par exemple du béton, de la pierre. Tandis qu'avec un mur simple de masse faible et fin, on n'atteindra jamais des performances aussi élevées. Alors on peut voir sur le même diagramme une zone entourée de Poitiers dans une couleur vert clair. Eh bien c'est là que se situent les performances des doubles murs légers optimisés acoustiquement. Et vous verrez que même avec des masses surfaciques de 20 à 30 kg par mètre carré, on peut également atteindre les 60 décibels. Cela contraste avec les 700 kg par mètre carré nécessaires pour les murs simples. Pour en savoir plus et savoir comment optimiser acoustiquement les doubles parois et atteindre de telles performances, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui traite des cas d'isolation acoustique des doubles parois. D'autres vidéos traiteront également de la construction à ossature bois, l'isolation entre les maisons mitoyennes, les appartements, etc. Vous aurez dès lors tous les outils pour réaliser une bonne isolation acoustique.